bien, cher Arnaud, on a aujourd'hui absolument deux guitares tout à fait extraordinaires. Et là, tu nous présentes tout d'abord la Stromberg. Donc, Stromberg, c'était un luthier. Alors, c'est un luthier de Boston, aux États-Unis, qui est le fils d'un Charles Stromberg qui lui fabriquait des banjos et des caisses claires. Et ce garçon va fabriquer des guitares dès la fin des années 30, puis fabriquer ensuite, jusqu'à sa mort en 55, le garçon était 1895, des guitares qui sont devenues des guitares d'exception de big band, qui sont en quelque sorte ce qui se ferait de mieux chez Epiphone en master builder. Voilà. Donc il est totalement indépendant, mais autant d'Angelico, ce que nous verrons après, lui aurait fabriqué de la Gibson d'exception, autant Stromberg fabriquerait des empereurs, mais un petit peu plus raffinés, le travail que peut porter un artisan un petit peu plus loin que ce que fait l'industrie. Et ces guitares, elles ont été rendues célèbres, elles sont définitivement liées à l'image de Freddie Green, qui a Évidemment, passé 50 ans au sein du le big band de quasiment Basie. salarié de Count Basie, la grande machine à swing. Euh, Pas le raffinement harmonique de Duke Ellington, mais définitivement ce qui swing le plus au monde, c'est l'orchestre de Count Basie. Freddie Green était une pièce maîtresse de ce big band. C'est une section rythmique avec Walter Page à la basse, Papa Joe Jones à la batterie, Count Basie au piano, et lui à la guitare, qui sur des il n'a jamais joué un contretemps, il a toujours joué tous les temps. Et des renversements d'ailleurs où il ne jouait pas les deux dernières cordes. Il montait un tirant très très élevé, il avait environ 1 centimètre d'action à la 15e case. Ce qui fait qu'on l'entend toujours, on entend toujours comme le charlet qui se ferme, on entend toujours cette espèce de petite biscotte. Ce Quand petit il n'est pas croustillant là, d'un coup, il y a quelque chose qui manque et on ne sait définitivement. voilà, Et tout à d'ailleurs, fait. comme Basie disait aux toutes nouvelles recrues qui jouaient du sax, du trombone, si vous entendez plus, si vous entendez plus Freddie Green, c'est que vous jouez trop fort. Donc il fallait s'adapter. Freddie Green, il jouait comme ça Il parce jouait que pratiquement à plat la pour guitare. s'entendre lui, Effectivement. parce que le big band c'est assez impressionnant, il faut rappeler qu'on a une période où les pots de batterie sont naturels et les cordes de contrebasse pas en métal. Donc on a quand même une diffusion, on n'est pas envahi par des problèmes de dynamique. Mais quand bien même il jouait comme ça, ce sont des guitares, toutes les guitares Archtop sont des guitares ultra directionnelles. Une guitare folk, ça diffuse en éventail, même une Selmer Macaferry ou une Selmer tout court, même si c'est très directionnel, on entend un petit peu ce qui se passe autour de nous. Les Archtop, si vous jouez comme ça, vous n'entendez rien de ce que vous faites. Ça peut même être assez frustrant quand on a une belle guitare comme ça. Il faut la pencher un peu pour entendre ce qu'on fait dessus. Euh, Cette guitare, ce modèle-ci n'est pas le plus gros. Sur les modèles G1, on a une guitare en 18 pouces. Il a fait des guitares jusqu'à 19 pouces, 48 cm Énorme. et demi. Mmh. C'est énorme, c'est la Master 400. Et c'est celle que va utiliser Freddie Green après avoir joué longtemps des Epiphones en Pro. La grande particularité de l'uterie de cet instrument, tout est fabriqué effectivement à la main, tout est massif, c'est qu'il n'y a qu'une seule barre à l'intérieur. C'est le mystère de la puissance, et c'est en même temps très puissant mais très timbré. C'est que vous avez une barre au fond, et puis une autre qui traverse comme ça l'instrument, du grave à l'aigu, une seule. Un violoncelle n'a qu'une seule barre comme ça, et puis une âme, ici, la barre traverse comme ça. C'est assez étonnant et pourtant ça fonctionne parfaitement. Ce sont des guitares extrêmement puissantes. Donc avec des cordes, là c'est du 13 qui est monté. Les tirants de cordes à l'ancienne, on annonce toujours des tirants forts comme du 16-60, mais le diamètre de la corde, selon l'alliage, a plus ou moins de résistance sous le doigt. Mais Epiphone par exemple va commercialiser jusque dans les années 50 des cordes de guitare avec le si même qui est filé. Donc, pour dire que dans les orchestres de jazz, que ce soit Fred Guy ou que ce soit Barry Galbraith dans différents orchestres, vont utiliser ce genre de cordes pour jouer fort, pour qu'on soit Mmh. entendu. Mmh. Voilà. On notera un petit détail intéressant, c'est qu'ici on a un petit triangle avec un petit œil, un petit soleil intérieur, car notre camarade était un initié maçon, et donc il fallait que ça apparaisse quelque part. C'est d'ailleurs, comme dans Jellicoe, la ligne de ces guitares, les cordiers, la décoration sur la d'Angelico avec les escaliers, on va le voir, le référent maçonnique et l'empilement vertical du building est présent. Et, voilà ce qu'on peut dire de la guitare Stromberg, qui est une guitare d'exception avec 100 exemplaires fabriqués avec cette barre unique, environ, a priori. Peut-être plus s'il en réapparaît plus, mais elles sont à peu près toutes plus ou moins tracées aujourd'hui, et ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Exactement. Et ça reste une des guitares à l'aune duquel toute personne qui aujourd'hui, tout luthier veut fabriquer un instrument puissant, un instrument d'orchestre riche en médium, avec
très timbré et très très puissant, ça reste ce qu'on a fait de mieux, c'est une sorte de Bugatti royal de l'orchestre de swing. Alors, je ne sais pas si on va passer de la Bugatti à la Rolls, mais on va en tout cas passer à la D'Angelico. Voilà. D'Angelico New Yorker, donc un modèle évidemment. Alors là, l'aspect New Très Yorker, connu. on l'a. Ici, on voit notre immeuble, ici, on voit nos étages ici de notre building, les mécaniques qui sont à l'avenant, les splits, et puis une guitare qui a une ligne un tout petit peu plus raffinée que le Strandberg, qui est un petit peu plus mince, montée avec un micro flottant. Ici, un Rhythm Shift de chez D. Harmons, qui est le must dans l'espèce. Et puis, une guitare avec un pan coupé. Alors, le pan coupé chez D'Angelico, c'est un luthier qui fabrique de la guitare. Il est de 1905, il meurt en 1964. Il va être le luthier des très grandes stars, de Johnny Smith, en passant par Muddy Love ou toute personne qui a eu une très très belle Gibson dans sa vie. Au bout d'un moment, il va aller au-delà. Il est professionnel, il va s'acheter une D'Angelico. Accessoirement, vous avez des D'Angelico aussi dans les mains de personnages comme Mary Kay, donc c'est une guitare de luxe. Donc quand on a de l'argent, on va se payer une D'Angelico à New York. C'est un petit bonhomme très sympathique, un peu bourru, qui travaille en circuit fermé avec des personnes qui sont tous italiennes. Le plus fameux étant D'Acquisto, qui finira de monter ses dernières guitares et qui continuera un peu l'œuvre en développant son propre concept. Le pan coupé, c'est intéressant parce que D'Angelico, c'est un homme à l'ancienne. Le pan coupé, si vous avez appris à jouer de la guitare, vous n'avez pas besoin de pan coupé. C'est comme Daniel Friedrich, l'extraordinaire Daniel Friedrich, qui ne met pas de pan de repère. Et sinon, si vous avez eu le concours de Radio France, vous connaissez votre manche. Donc lui, il est contre le pan coupé. Et il fait quelque chose de particulier, c'est que, contrairement à Guild, par exemple, si on parle de Johnny Smith, il sculpte entièrement sa table et ensuite il découpe le pan coupé. Sur Gibson, on découpe la table et ensuite on la sculpte. Gibson, quand il va dessiner... Guild, autant pour moi, quand il va designer le modèle Johnny Smith, va expliquer que non, ils ne peuvent pas faire comme D'Angelico, c'est pas les process. Et on se souvient de la photo de Johnny Smith avec son prototype de Guild Artist Award dans les mains, la regarder comme ça, mais c'est le regard de la déception. Il le dit plus tard, il était totalement obsédé, omnibulé par cette histoire. Non, il ne l'a pas fait comme la D'Angelico, je ne pourrais pas jouer cette guitare. Il n'a jamais joué sa guitare. Johnny Smith, on le voit en photo avec la Guild Artist Award, il n'a jamais joué. Il avait un blocage absolu, tout intellectuel, hein, comme il l'a reconnu plus tard. Ici, on a des bois qui sont des jolis bois de lutherie, qui sont certes ondés sans être des choses qui soient trop ostensibles, et la décoration l'est suffisamment. Et notre grosse différence avec la Strandberg, c'est que nous allons avoir sans doute, certes, un petit peu moins de volume, selon les modèles, mais un timbre, quelque chose de beaucoup plus raffiné, des harmoniques en disent long, une corde de si qui n'en finit pas de vibrer. Le mi sur la corde de si, pareil. Tout se met en branle. C'est extraordinairement facile à jouer et sont des guitares exceptionnelles. Des D'Angelico pan coupé, il n'y en a pas eu énorme. Des Strandberg pan coupé, il y en a eu peut-être 7 ou 8. Est-ce qu'on dépasse la vingtaine avec D'Angelico, je ne saurais dire. Quoi qu'il en soit, nous avons là réuni les deux plus belles guitares archtop possibles, en blond, qui plus est, qui reste le must. Et bien dans les petites vidéos musicales, on va voir ce que ça raconte. Superbe.